Salut tout le monde! Bonne nouvelle, la 3e saison de Stranger Things arrive. Alors vous connaissez probablement cette série qui se passe dans les années 80 et qui est remplie de références de l'époque. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici un petit résumé. Un soir de novembre 1983 à Hawkins, dans l'Indiana, le jeune Will Byers, 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces hormis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver. Sa mère Joyce, ses amis menés par Mike Wheeler et guidés par la mystérieuse 11 ayant des pouvoirs psychiques, ainsi que le chef de la police Jim Hopper. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire national d'Hawkins, dont les expériences ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. Mais où est la science dans tout ça ? Eh bien, figurez-vous que les scénaristes se sont inspirés de théories scientifiques existantes. Et aujourd'hui, je vais me pencher plus particulièrement sur le cas de l'Upside Down. Will a en réalité atterri dans l'Upside Down, qu'on peut traduire par le monde à l'envers, où des flocons tombent continuellement et surtout où réside le monstre. Dans la première saison de Stranger Things, les amis de Will demandent à leur professeur, M. Clark, d'expliquer les dimensions parallèles. Les enfants font alors référence à Carl Sagan et à la série Cosmos, dans laquelle l'astrophysicien parle d'autres dimensions. Pour répondre à leurs interrogations, M. Clark se sert de la métaphore d'un acrobate marchant sur une corde raide. Cet acrobate peut avancer ou reculer sur la corde, mais ne peut marcher dans aucune autre direction. Imaginons une puce sur cette corde. Elle peut faire des va-et-vient et même passer sous la corde. Elle peut coller aux surfaces, ce qui lui donne une autre dimension de mouvement que celle de notre acrobate. Dans Stranger Things, le monstre peut être comparé à la puce, car il peut se déplacer librement entre l'upside down, le dessous de la corde, et notre monde, le dessus de la corde. Quant à nous, nous sommes coincés dans le right side up, c'est-à-dire le monde à l'endroit. La métaphore du professeur rappelle l'une des analogies de Brian Greene, physicien, théoricien et professeur de physique et de mathématiques à l'université de Columbia. Le scientifique utilise l'image d'une fourmi et d'un câble pour expliquer la théorie des cordes. So imagine you're looking at something like a cable supporting a traffic light. It's in Manhattan, near Central Park. It's kind of irrelevant. But the cable looks one-dimensional from a distant viewpoint. But you and I all know that it does have some thickness. It's very hard to see it, though, from far away. But if we zoom in and take the perspective of, say, a little ant walking around, little ants are so small that they can access all of the dimensions. The long dimension, but also this clockwise, counterclockwise direction. And I hope you appreciate this. It took so long to get these ants to do this. Brian Greene explique travailler plus particulièrement sur la théorie des supercordes, qui cherche à savoir quels sont les éléments fondamentaux du monde qui nous entoure. Les plus petites particules de l'univers ne seraient en réalité pas des particules, mais de toutes petites cordes vibrantes. Brian Greene les décrit comme des filaments d'énergie qui dansent et qui vibrent à différentes fréquences, tout comme les cordes d'un violoncelle par exemple. Tout comme les différentes fréquences émises par un instrument de musique produisent différents sons, les différentes fréquences des cordes vibrantes, dont parle le physicien, produisent différentes particules. La théorie des cordes pourrait unifier la physique quantique et la relativité, qui sont pour l'instant incompatibles. Selon les équations qui régissent cette théorie, les cordes doivent pouvoir vibrer dans 11 dimensions pour pouvoir créer la matière et l'énergie que nous voyons dans le monde qui nous entoure. En plus de celles que nous connaissons, il y aurait donc 7 dimensions spatiales supplémentaires, toutes de taille minuscule. Dans la série, les terminologies univers parallèle et dimensions alternatives sont utilisées de manière interchangeable. Mais il peut exister un seul univers qui contient plus de dimensions que celles que nous connaissons. Les dimensions alternatives consistent en l'idée qu'il existe d'autres dimensions que celles que nous connaissons et comprenons. Les univers parallèles, quant à eux, se rapportent à l'idée qu'il existe d'autres univers au-delà du nôtre. Si ces idées ne s'excluent pas, elles ne sont pas pour autant identiques. Lorsque M. Clark explique l'Upside Down aux garçons, il évoque la théorie des mondes multiples de Hugh Everett. Selon cette interprétation de la physique quantique, chaque fois que quelque chose se passe dans notre univers, par exemple qu'un atome va à droite, un autre univers est créé où le contraire se produit, donc où l'atome va à gauche. L'expérience de pensée du chat de Schrödinger décrit un chat théorique enfermé dans une boîte avec un système mortel régi par des probabilités quantiques. Tant que la boîte n'a pas été ouverte, on peut considérer que le chat à l'intérieur n'est ni mort ni vivant, mais dans une superposition de ces deux états. Avec la théorie des mondes multiples, ce concept d'animal ni mort ni vivant n'existe plus. Lorsque nous lui imposons un choix, l'univers se scinde en 2 univers parallèles. Donc pour l'un où l'animal sera mort et pour l'autre où l'animal sera vivant. Mais ces univers multiples deviennent totalement indépendants l'un de l'autre.
Invisibles et inaccessibles, ils n'existent pas dans d'autres dimensions mais sont superposés sur notre univers. Contrairement à l'Upside Down, ces univers parallèles ne peuvent donc pas interagir. Dans la série Netflix, Monsieur Clark précise qu'en créant une quantité massive d'énergie, il serait possible d'établir un portail, une connexion, en déchirant le continuum espace-temps. Cet hypothétique portail perturberait la gravité, le champ magnétique de notre environnement et pourrait tous nous engloutir. Pas très rassurant tout ça. Lorsqu'il illustre comment voyager dans l'Upside Down avec une feuille de papier, le professeur décrit quelque chose s'apparentant à un trou de verre. Selon la relativité générale, la matière courbe l'espace-temps. Un trou de verre est un objet hypothétique qui relierait deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait d'un côté comme un trou noir et de l'autre comme son opposé, un trou blanc. Ce qui peut aussi nous faire penser au Warp Drive, la technologie de Star Trek, avec laquelle l'USS Enterprise peut voyager dans l'espace en utilisant une distorsion de l'espace-temps qui lui permet de dépasser la vitesse de la lumière. Dans Stranger Things, le laboratoire gouvernemental contrôle son propre trou de verre. Mais selon les physiciens, s'ils existaient, les trous de verre seraient très instables et s'effondreraient rapidement. Alors comment le laboratoire réussit-il à garder son portail ouvert ? Autre chose curieuse, le monstre semble avoir l'étrange pouvoir de créer lui-même des trous de verre. Dans la première saison, il saute dans notre univers pour attraper Barbara et repart aussitôt dans l'Upside Down. Nancy? Nancy? Hello? Dans un article publié en 2014, Bill Poirier, professeur de physique à la Texas Tech University, a proposé un concept différent de celui d'Everett. Selon lui, ces mondes multiples pourraient interagir les uns avec les autres. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Joyce Byers, interprétée par Winona Ryder, peut communiquer avec Will grâce aux lumières de la maison. Par contre, selon Bill Poirier, nous ne pourrions toujours pas voyager d'un monde à l'autre. Revenons à Brian Greene et à la théorie des cordes. Selon lui, pour avoir accès à de toutes petites dimensions, beaucoup d'énergie est nécessaire. Plus nous avons d'énergie, plus l'entité que nous pouvons observer est petite. C'est pourquoi des machines sont créées comme le Grand Collisionneur de Hadron, le plus grand accélérateur de particules au monde, situé près de Genève en Suisse. Ces machines consomment beaucoup d'énergie afin de se concentrer sur un tout petit espace. Dans cet espace restreint, les scientifiques peuvent observer l'univers à des dimensions incroyablement petites. Ils pourront peut-être découvrir la réalité qui nous est encore invisible et qui sait, trouver la preuve d'autres dimensions. Mais finalement, peut-être comme le pense Kyle Hill de la chaîne YouTube Nerdist, l'Upside Down de Stranger Things n'est ni un univers parallèle ni une autre dimension, mais plus simplement une réalité alternative enchevêtrée avec la nôtre. Ce qui expliquerait ses effets sur notre propre réalité et sur la capacité d'Eleven à y avoir accès. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai bien hâte de savoir ce qu'il va advenir de Will, Eleven et tous les autres personnages de la série. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, l'article qui correspond à cette vidéo est sur mon blog lafilledanslalune.fr. Vous avez le lien en bas dans la description. Allez, bon visionnage de la série à tous et à bientôt.